Action et tout. T'es une dingo? Moteur, Moteur? ça tourne. Ça tourne. Le sujet c'était les amitiés interculturelles, mais est-ce que toi t'as des amis d'autres cultures? Ça peut être par région. Vite fait quoi, mais oui par région, oui. Tu vois, au Pays Basque, moi j'ai vraiment l'impression d'une autre culture. Après, entre l'Auvergne et le Béarn, honnêtement, ça se ressemble. Ouais. J'ai l'impression de ne pas avoir grandi exactement dans la culture dans laquelle j'étais. Enfin, voilà. En fait, déjà, quand j'étais petit, je sentais que j'étais pas exactement dans la même façon d'appréhender le monde que les gens autour de moi. En lien avec la culture de mes parents, ouais. En fait, tu es noir. Tu me l'as jamais dit. Non, mais mes parents sont plutôt des citadins de base qui ont vécu à Montpellier et qui ont vécu à Lyon. Je côtoyais que des gens qui avaient passé toute leur vie à la campagne et depuis des générations quoi. J'avais deux cultures sociales. Ouais, j'avais ma culture parentale et ma culture sociale. Voilà. Mais c'est pas forcément le même truc. Et après, j'ai eu quelques connaissances quoi, d'autres cultures, mais pas tellement des amis. Attends, ASMR Salis de Berne. Petit scooter. Voilà. Alors qu'est-ce que ça signifie d'être différent de quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui est différent, c'est quelqu'un qui est pas pareil que moi. Ouais. Et donc du coup, c'est juste de se dire, en fait, on a plein de points de différence potentiels les uns avec les autres. Et quelqu'un de différent de moi, c'est quelqu'un qui est différent sur un ou plusieurs de ces points. Donc par exemple, si tu as les yeux verts et moi les yeux bleus, on est différents à ce niveau-là. Ouais. Si tu penses d'une certaine façon et moi d'une autre, si tu crois à quelque chose et moi autre chose, c'est des points de différence. Et du coup, être différent, c'est juste avoir un ou plusieurs points de différence. Donc nous deux, on est très différents. Bien sûr. Tout le monde est très différent. Et est-ce qu'on est très pareil? Est-ce qu'on a beaucoup de points de... On a deux yeux. Oui, non, alors, après, au-delà des... Oui, on est de la même espèce. On est de la même espèce, okay. Et on est dans le même état, on n'a pas de handicap. Enfin, moi, j'ai pas de handicap. La dyscalculie, c'est un handicap, hein? Oui. Mais là, tu me disais 2 yeux donnés, tu vois, je veux dire, on a tous nos membres. Oui, on est valide. On n'a pas de membres ni en plus ni en moins, on a le même nombre de chromosomes, effectivement. Voilà, non mais oui, on est relativement pareil sur certains autres points, mais qu'on partage avec la plupart des autres êtres humains. Et si on parlait de qu'est-ce que c'est d'être différent de quelqu'un d'autre, j'ai pensé directement spéciste entre deux êtres humains, quelqu'un d'autre d'humain. J'ai surtout parlé des points de différence. Ouais. Est-ce qu'on est pareil sur les points où on est différent des autres, tu penses? Il y a des points où tu te sens différent des autres, est-ce que c'est des points où tu te retrouves avec moi? Ouais, bien sûr. Quoi par exemple? Après, le truc, si tu veux, là, c'est que tu es en train de nous mettre, de prendre nous deux individus et nous différencier du reste du monde. Mais moi, je me différencie d'individu en individu, je me différencie pas d'un groupe. Donc, quand tu disais quand j'étais petit, je me sentais différent? Je me sentais différent de chaque individu parce que je sentais qu'ils avaient une culture commune que moi j'avais. Enfin, non, je le sentais pas à l'époque, mais si, je le pressentais quoi. Et en fait, en étant adulte, je me le réfléchis comme ça, c'est-à-dire que je pense qu'ils avaient une culture commune que moi je comprenais un peu parce que j'étais quand même dedans via eux, mais que j'apprenais avec eux quoi. Alors qu'eux n'avaient pas besoin de l'apprendre, c'était juste ça avait toujours été comme ça, ce sera toujours comme ça. Et du coup c'est là que je me différenciais un peu d'eux, c'était dans cette appréhension de cette culture que eux ils avaient en commun. Okay. Et du coup ce que nous on a en commun par rapport à ce genre de... Je pense que si on prend le reste des gens comme un groupe, oui, on se retrouve sur certains trucs qui nous différencient des autres. Comme quoi, par exemple, je pense essentiellement le fait de réfléchir beaucoup à des questions théoriquement simples qu'on n'a pas besoin de se poser en fait. Et les compétences en maths aussi, où on est très similaires. Ouais, 14 x 2. Ouais, par exemple. Comment tu te sentirais si tout le monde était exactement comme toi? En fait, de base, je dirais, je me sentirais angoissé, ce serait horrible et tout, mais en fait, c'est tellement... Si j'imagine vraiment ce que ça ferait, en fait, ce serait tellement un monde différent que pour moi, je pense que je ressentirais rien. Enfin, tu vois, non, c'est pas pour moi, c'est pas imaginable. T'aurais voulu avoir un frère jumeau? Non. En imaginant qu'il y a une timeline où j'ai un frère jumeau, enfin, j'aurais pas voulu ou pas voulu, voulu ou pas voulu. J'aurais pas voulu ou pas voulu. J'ai compris, ouais.
Parce que moi, j'aurais pas voulu, par exemple, tu vois. Ah ouais, et genre, tu voudrais pas? Je voudrais pas avoir une sœur jumelle. Je me serais construite tellement différemment, en fait. Bah oui. Mais peut-être que ça aurait été pour le mieux. On sait rien en fait. C'est ça, en fait, c'est ça le truc que j'ai du mal avec cette question, c'est que peut-être que ce serait mieux, peut-être que ce serait moins bien, j'en sais rien. Ce serait différent quoi. Donc bon. J'aime pas la comparaison parce que j'ai peur tout le temps d'être moins bien, ouais. Et que avec une personne qui est génétiquement ton double, il y a forcément des trucs où vous êtes différents, mais il y a aussi forcément des trucs où en comparaison, il y a des choses un peu, tu vois, qui peuvent être un peu mieux selon les critères de société, qu'il est déjà difficile de combattre au quotidien. Tu sais, sur des questions cons pendant l'adolescence, de poids, je sais pas, si on a une qui a de l'acné, pas l'autre, des trucs qui sont difficiles déjà de soi à soi-même. J'aurais peur de me sentir la version ratée des deux, même si c'est jamais ce que je pense des frères jumeaux. En fait, le truc, si tu veux, c'est que ça, c'est toi qui l'envisages en tant que personne qui n'a pas eu de sœur ou de frère jumeau, ouais. ou sœur jumelle ou frère jumeau. Ouais. La personne que tu aurais été si tu avais eu un frère jumeau ou une sœur jumelle serait tellement différente de la toi de maintenant qui envisage ça que si ça se trouve, tu ne te poserais même pas ce genre de questions. Mais je te fais l'expérience intellectuelle d'un saut de verse. Oui, en gros c'est ça. En gros, et soudainement t'as un frère jumeau, bam. Oui voilà. Alors ça, si soudainement j'avais un frère jumeau et que du coup je m'imagine, ouais, en fait c'est compliqué parce que. Mais globalement je pense allez, on que. fait entrer Vincent, bienvenue, ton frère jumeau. Vincent, c'est Thomas. Mais Thomas, Vincent, c'est pas un peu le même prénom. Mathieu. Thomas et Mathieu, quel enfer. Bah oui, mais... Mathieu, c'est Thomas inversé. Bah c'est pour ça. Non, en fait, moi j'aurais pas ce problème-là de comparaison, je pense. Parce que je me suis toujours trouvé... hyper beau gosse. Non, beau gosse, non, mais typiquement, si on parle physique, avec le beau gosse, je suis hyper conscient de mes qualités. C'est-à-dire que... Et depuis tout petit. C'est-à-dire que mes qualités physiques, à l'époque, c'était mes yeux. C'est le seul truc dont j'étais sûr. Tout le reste, j'étais petit, je me trouvais pas très beau, etc. Je me posais moins la question, mais voilà. Mais mes yeux, je savais qu'ils étaient beaux. Et je sais que je posais beaucoup de confiance en moi physique. Ma seule confiance en moi physique, c'était sur mes yeux, mais elle était là, quoi. Elle était présente. Et du coup, intellectuellement, c'est pareil, et moralement, c'est pareil, et voilà. C'est-à-dire que j'ai des trucs dont je suis sûr, et pas en comparaison avec les autres, juste pour moi. Donc, frère jumeau, pas frère jumeau, sœur jumelle, pas sœur jumelle, pareil. Non, je crois pas que j'ai un truc physique où je me dis depuis que je suis petite ça. Je peux capitaliser dessus, je pense pas qu'il y ait un truc, il y a des trucs où je me dis c'est pas trop, ça va. Il y a des trucs où je suis toujours surprise parce que je vois bien que c'est le truc qui est le plus complimenté de l'extérieur, mais moi je me dis ah bon, non mais voilà. Mais j'ai pas un truc, bah déjà j'ai pas des yeux bleus parce que c'est vrai que quand t'es petit, les yeux bleus, en fait tu sais que c'est beau parce que les gens finissent par te dire les yeux bleus machin. Oh regardez ses yeux, ouais, yeux de cochon. Donc yeux de cochon, ok. Donc c'est beau tes petits yeux de cochon là. Bah ouais, mais c'est comme je me rappelle très bien là, en maternelle, les yeux verts, les yeux de vipère, les yeux bleus, les yeux d'amoureux, et les yeux marrons, les yeux de cochon. Donc je crois que je préférais être une vipère à la limite. Ouais, mais tu vois les yeux verts par exemple, je trouve ça hyper stylé les yeux verts. Mais je sais pas si les gens qui ont les yeux verts trouvent ça aussi stylé que les yeux bleus. Bah je sais pas parce qu'en fait que les yeux de vipère, moi mes yeux préférés, si j'avais pu choisir ma couleur d'yeux. Ouais, c'est un peu profond cette discussion, c'est vrai. Ce serait les yeux verrons, mais franchement verrons, pas genre marron foncé, vert foncé, quoi. Genre bleu, erreur génétique. C'est vraiment quelque chose que j'aurais. Ouais. C'est quoi la culture ? Étymologiquement, le truc simple, c'est que ça s'oppose à la nature. C'est-à-dire que ce qui est culturel, c'est ce qui n'est pas naturel. C'est-à-dire qu'en gros, c'est du construct humain, quoi. Et si tu travailles la terre en tant qu'humain et que tu la transformes, c'est de l'agriculture. Et si tu crées un récit propre à l'humain, bah c'est ta culture, quoi. Pour moi, c'est un récit, c'est un ensemble de trucs en commun qui font que tu te retrouves dans ce commun avec d'autres gens. Donc, par exemple, la culture française, c'est à la fois la langue française, les langues françaises d'ailleurs, et les langages, tu vois. Parce que, par exemple, le débat chocolatine pain au chocolat, c'est typiquement un débat de culture française. C'est typiquement français, c'est typiquement de la culture française. Aussi. Hein ? Et de gros casse-couilles aussi. Et de gros casse-couilles, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que c'est deux langages différents, chocolatine, pain au chocolat, tu vois, qui ont deux étymologies différentes, avec deux régions différentes, la langue d'Oïl, la langue d'Oc, etc.
pas exactement les mêmes frontières, mais c'est la même idée. Mais c'est quand même les deux français. Tu vois. Donc chocolat et chocolatine, c'est autant français l'un que l'autre. Et la preuve, c'est qu'on en débat en France et que personne peut comprendre ce débat en dehors des Français. Ça n'a aucun intérêt pour qui que ce soit d'autre. Déjà que... En dehors des Français casse-couilles. Parce que effectivement, même pour les Français, bon, vous nous faites chier avec ça, on s'en fout quoi. Tu sais que chez Paul, la chaîne, ils appellent ça des pains au chocolat et à chaque fois que je vais chez eux, j'hésite parce que c'est tellement un sujet sensible. À Bayonne. Je sais pas si je dois dire chocolatine ou pain au chocolat, donc je dis même ça problème à Toulouse. ou je prends un croissant parce que vraiment il y a des gens pour qui ça a l'air d'être un vrai sujet. Je ne sais pas si c'est vraiment du second degré pour. Je pense que c'est quand même du second degré pour la plupart des gens. Ouais. C'est un faux sujet quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas assez de sujets pour s'embrouiller. Moi j'ai grandi en banlieue parisienne. Est-ce que c'est... ouais, c'est un peu risqué. Ici, c'est un peu risqué. Ouais, c'est un peu risqué de dire ça. Ouais. Est-ce que c'est... On peut dire qu'on est de cultures différentes? Toi et moi, non. Ça dépend. Mais la culture fondamentale, c'est quand même une culture française. On a regardé les mêmes... Surtout maintenant. On a regardé les mêmes infos, on a entendu les mêmes accents. On a entendu les mêmes accents? Bah, essentiellement, ouais. En fait, c'est-à-dire la langue officielle a toujours le même accent. La langue française officielle. La langue officielle de la culture française, c'est ce qu'on entend à la télé, c'est les dirigeants, c'est les académiciens, c'est des gens qu'on entend. Quand on a un accent du sud, c'est un accent un peu exotique, l'accent du sud-ouest, on les identifie, alors que l'accent parisien, même l'accent parisien marqué, c'est plutôt un accent qui n'est pas celui de la traditionnelle. Le bon accent français, c'est l'accent bourguignon, l'accent sans accent. Mais l'accent... Moi, il y avait un accent où j'ai grandi qui était un accent de banlieue, en fait. Oui. Non, mais moi, j'avais l'accent du sud et l'accent auvergnat après. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on identifie la même normalité et la même différence. L'accent de banlieue, c'est différent de l'accent français normal. L'accent du sud, c'est différent de l'accent français normal. L'accent auvergnat, il y en a moins, mais c'est différent. L'accent du sud-ouest, c'est différent. Mais on connaît l'accent français normal parce qu'on a la même culture française normale. Et normale au sens normé. Oui. On va se mettre d'accord sur le terme norme dans le sens statistique. Ouais. Statistique est choisi aussi. Ouais, mais pas par nous. Non, pas par nous, bien sûr. Mais tu vois, moi c'est un sujet que j'ai jamais eu, on en a déjà parlé, que j'ai jamais autant abordé depuis que j'ai changé de région. Ah, ASMR scooter. Que j'ai jamais autant abordé, c'est ma culture de région parisienne, parce que donc ayant grandi en banlieue, quand je suis partie, je suis partie faire mes études à Paris, donc on parle de 25 km de déplacement, et encore, j'ai senti une grosse différence entre les quelques Parisiens qu'il y avait, parce que la plupart des gens qui vivent à Paris ne sont pas des Parisiens qui sont nés à Paris, voilà. Et moi, là-bas, je me suis sentie bien différente, d'où le débat quand ici on me reproche de porter avec moi l'histoire de Paris alors que je ne me sens pas parisienne, puisque pour moi la banlieue parisienne elle a une culture propre et là où je le sens c'est notamment en termes de diversité culturelle, en diversité d'origine. J'avais des copines de diverses origines, donc quand j'étais petite, dont une qui était sénégalaise et malienne. Et quand j'allais chez elle, j'adorais goûter tous les plats, il y avait tout un tas de choses que je ne trouvais pas ailleurs. Et on était toutes petites, mais je me rappelle qu'elle me disait toi je te fais goûter. Elle avait fait une espèce de dessert au yaourt avec une tapioca dedans, je sais pas ce que c'était, dans une bouteille en plastique. Elle m'a dit toi je te fais goûter parce que je sais que tu vas pas juger. Et on était toutes petites, tu vois. Et pourquoi je vais pas juger? Parce que moi ayant une mère asiatique, on sait très bien que dans les plats asiatiques, il y a des trucs, je pense pour un français... oui, mais ne serait-ce que ce fruit là, le durian. Ouais, alors là c'est même pas un plat en plus, c'est juste un fruit. Oui, juste un fruit. Mais dans les trucs cuisinés, il y a des trucs bien hardcore. Tu l'as en glace aussi, et c'est plus accessible. Et le durian, je pense que le problème, c'est pas la sphère sensorielle intégrale, c'est que l'odeur. Parce que visuellement, c'est pas plus chelou visuellement que... J'ai jamais vu le fruit en lui-même, j'ai juste... un truc piquant. J'ai juste goûté une glace au durian. Tout le monde était là en mode, tu sais, c'est avec la famille asiatique, les Vietnamiens, qui étaient tous là en mode, il y a le blanc qui goûte le durian, quoi. Moi je goûte, j'étais en mode non, mais c'est pas, c'est bon, quoi. Après, je te parle de plats... Ils étaient là genre, putain, il en a repris. Non, je te parle de plats avec vraiment des curiosités, comme le fait de manger un œuf fécondé. Ouais, ça j'ai... Que t'as intégré comme ne se mangeant pas, quoi.
C'est-à-dire que si t'es chez toi, tu vas faire une omelette, tu casses ton œuf et il y a un petit poussin dedans en fœtus, tu vas pas dire oh miam miam. Voilà. Pareil, tu vois, dans les goûts de base, le goût amer, la courgette amère, c'est un légume. Donc ça faisait partie d'un goût normal et appréciable. Alors que pour la plupart des Français, tu leur mets un truc amer dans la bouche, soit c'est pas mûr, soit c'est pourri, soit c'est... Il n'y a pas trop ce goût-là dans la recherche. Et pour toutes ces raisons, j'ai adoré, je me suis enrichie de grandir au sein de toutes ces cultures que je vivais pleinement. Pour revenir au début à ta question, c'est-à-dire c'était est-ce qu'on a la même culture? Ouais. Et j'ai répondu très vite oui. Je pense qu'on a grossièrement la même culture et on a plein de cultures différentes. En fait, on a une énorme culture commune. La culture rurale, je l'ai pas du tout, tu vois. Ouais, mais moi, pas tant que ça. Je sais que c'est une grosse partie de la France et je. Ouais. Mais du coup, on a vraiment, je pense, une grosse culture commune et plein. Moi, par exemple, tu vois, je vais avoir la culture du jeu vidéo. Ouais, moi aussi, mais pas la même que toi. Pas la même que moi. Parce qu'il y a la culture ordinateur et la culture console qui est vraiment on a quand même tous les deux la culture jeu vidéo. Oui. Donc en fait, le truc c'est que je pense qu'on a globalement une grosse culture commune et certains endroits un peu plus éloignés. En fait, je vois ça comme un territoire quasiment. Ouais. Tu vois, on a un gros centre ensemble et après, si on s'éloigne un peu du centre, il y a des endroits que tu connais mieux que moi et inversement. Ce que j'ai pas, à part, j'ai acquis mes quand je vais chez toi, quand on se rencontre, quand je vais dans ta culture, tu vois, je connais déjà le centre-ville. Je suis à Toulouse, au centre-ville de Toulouse, et je rencontre un autre Toulousain, tu vois. Et si on s'éloigne vers Balma, je vais moins bien connaître. Si on va vers Pas-de-Bois, je vais connaître. Bon, j'ai compris ta métaphore. Voilà, tu vois l'idée. Tu vois. Mais par contre, tu vois, si on prend les lignes de métro, j'ai pas la culture religieuse, je l'ai de façon purement intellectuelle. Ouais, moi pas du tout. Donc je sais des trucs, je l'ai vu dans les traditions, mais c'est vraiment un truc avec lequel je ne me suis pas construite. J'ai pas grandi dans une famille religieuse du tout. En tout cas, la religion et les croyances étaient vécues de manière intime par chacun. T'avais pas un hôtel Non. Des ancêtres ou un truc comme ça? Non, parce que ma mère se considère comme catholique. D'accord. Mais avec c'est catholique à l'asiatique, je dirais. J'espère qu'elle écoutera jamais ce. Parce que. Normalement, le son est suffisamment pourri pour que elle croit en Dieu. Mais après, je ne vais pas parler à sa place. Elle croit en Dieu, mais tu sais, il y a une différence entre la spiritualité et la religion. Oui. Donc ma mère, elle n'est pas religieuse. Mais à côté de ça, à chaque fois qu'on va visiter quelque chose, une ville, pardon, elle va forcément aller dans l'église pour chercher la statue de Sainte Thérèse et faire une offrande, parce qu'elle a une histoire particulière avec elle. Donc, tu vois. Mais non, elle. Il y a forcément une statue de Sainte Thérèse dans toutes les églises? Bah écoute, ouais, celle qui a la rose, c'est bien Sainte Thérèse, je confonds peut-être. Sainte Thérèse de Lisieux. Je sais pas qui c'est, Sainte Thérèse. Celle qui a la rose. Bon. Mais c'est qui? Ben, c'est qui par rapport à ma mère? Parce que moi, c'est qui dans la Bible, je sais pas. Mais ma mère, elle a eu. ASMR. Ouais, ma mère, elle a eu une histoire particulière que je te partagerai si tu veux. Et donc, ça s'est inscrit. Donc, c'est presque une appropriation. Elle s'est vraiment appropriée cette croyance de la religion. Je peux chercher catholique. en parallèle oui, vas-y. qui est Sainte Thérèse. À côté de ça, tu vois, elle croit aux fantômes. Ouais, comme la majorité des Asiatiques. Attends. Mais c'est un personnage de la Bible pour toi? Bah, pas que pour moi. Non mais là, j'ai pas de Sainte Thérèse de la Bible en fait. Mais c'est les Sainte Thérèse de qui? Bah, Sainte Thérèse de 1500, Sainte Thérèse de 1800, etc. L'histoire de ma mère, ça date de 1900. Non mais c'est bizarre qu'il y ait des iconographies de... Bah on coupera tout ça, je pense que c'est pas si intéressant. Bah on coupera, tu couperas, parce que moi je le fais pas. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on doit être curieux et ouvert d'esprit envers les différences des autres? On voit la différence? Les différences des autres. Je pense que c'est difficile de répondre non à cette question. Pourquoi? Je sais pas comment, en fait je ne comprends pas comment on peut ne pas être curieux et c'est quoi? Curieux et ouvert et tolérant? Ouvert d'esprit et curieux, ouais, envers les différences. Je comprends pas comment. T'en rencontres pas des gens comme ça? En fait, si c'est des similarités, t'as pas besoin d'être curieux et ouvert d'esprit pour accepter les similarités, quoi. C'est normal pour toi. Tu te poses même pas la question de la différence. C'est quand c'est différent que tu dois te dire comment je le prends, l'accepte ou pas. Et être ouvert et tolérant, ça me paraît essentiel. Et curieux, oui.
Bah, c'est le seul truc qui est intéressant dans les autres gens, en fait, leur différence. Tout ce qui est pareil que toi, c'est chiant. Moi, ça me paraît pas si évident quand je vois le comportement des gens. Je pense que le comportement des gens est surtout lié au fait qu'ils ne réfléchissent pas et c'est ce en quoi je me sens pas mal différent des autres d'ailleurs. C'est que si tu réfléchis 5 minutes, je ne vois pas comment tu peux justifier d'un point de vue intellectuel et rationnel le fait de ne pas être ouvert d'esprit et curieux, quoi. Je pense qu'ils vont tous dire qu'ils sont ouverts et curieux d'esprit. Oui, tout comme personne ne va dire je suis raciste. Voilà, et c'est pour ça que c'est comme question c'est difficile de répondre autrement. Par contre, qu'est-ce que ça implique ? Alors qu'est-ce que ça implique ? Qu'est-ce que ça implique d'être curieux et tolérant ? C'est juste que quand quelqu'un te dit quelque chose que t'as pas l'habitude d'entendre ou de voir, ou fait quelque chose que t'as pas l'habitude de voir, etc., au lieu de dire ah, bah, même si tu le penses, tu le gardes pour toi, et tu te dis bon, si cette personne le fait, parce qu'a priori c'est faisable, si elle l'apprécie, c'est qu'a priori c'est appréciable, et du coup, il y a des trucs que t'es pas capable de le faire, mais au moins tu respectes le fait que les gens le font. Donc si tu vois quelqu'un qui bouffe des insectes par exemple, ouais. Bah, tu peux te dire rarement elle passe un bon moment, je vais essayer quoi. Je vais prendre un exemple tout con, mais la bière. La bière c'est un truc où la plupart des goûts que tu vas tomber dedans, tu vas pas forcément aimer. Mais moi qui aime bien la bière, j'aime pas juste la bière blonde de base que tout le monde a toujours bu, voilà. J'aime des bières torréfiées, j'aime des bières acides, il y a des bières que j'aime pas d'ailleurs, mais je sais que j'aime pas parce que j'ai goûté. Les bières acides c'est pas mon truc quoi. Ça dépend quelle acidité. Mais il faut goûter quoi. Ouais, mais dans la bière, il n'y a rien de universellement repoussant, si je peux dire. Ouais, alors si. Si, quand je te parle des bières acides, là, je te parle vraiment de bières acides. Je te parle de le produit bière. C'est-à-dire que c'est un truc assez universel, que la bière est une boisson. C'est pas un truc hyper exotique que de boire de la bière, tu vois. Mais tu vois, on en trouve dans différents pays, dans différents continents qui sont pourtant très différents culinairement. Du point de vue culinaire, il m'intéresse parce que tu parles de curiosité, mais s'il y a bien un truc où je trouve que c'est très admis de ne pas vouloir être curieux une fois que tu es adulte, parce que quand tu es petit on te force, ce qui n'est pas beaucoup mieux, c'est la cuisine. Aucun problème pour les gens à dire j'aime pas ça j'aime pas, ça a l'air dégueu. Et c'est curieux parce que ça se présenterait pas forcément avec autant d'aisance, tu vois, d'exprimer ses goûts sur l'architecture, notre œuvre. C'est moins accepté de dire j'aime pas, c'est dégueulasse. Bah si, tu prends l'art contemporain par exemple, les gens n'ont aucun problème à dire... ils ont du problème à le dire dans les œuvres estimées classiques. Parce que t'as pas le droit de dire que Guernica c'est moche. Guernica c'est trop ancré, tu vois, c'est Picasso, c'est bon, c'est mort, c'est posé. Mais comme si tu prends un plat qui est ça c'est bon point, les gens vont dire ah moi je sais que c'est bon mais j'aime pas, tu vois, à la rigueur. Je sais pas. Si, j'ai bien expliqué ce que je voulais dire. Mais juste, je pense que dans l'art contemporain c'est très admis de dire ça c'est moche et pas juste je ne comprends pas, je n'ai pas l'habitude. Peut-être qu'il faut que je me forme la vision comme je dois me former mon palais. Dans la bouffe c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a des trucs qu'on dit c'est mort, j'aime pas ça. Mais quand tu es invité chez des gens qui te font un plat et que t'aimes pas, la politesse c'est de manger déjà, de fermer sa gueule. Et après si possible d'être un minimum curieux et ouvert. En disant bon. Si t'as jamais goûté, tu peux pas dire que t'aimes pas. Oui, non, mais on parlait de trucs en disant tu disais ça, j'aime pas. Ouais. Par contre, ça a l'air dégueu. Mais justement, c'est plus admis de dire j'aime pas, alors que les gens n'ont jamais goûté. Genre. Ah bon ? Non, moi je pensais que tu disais j'aime pas sur des trucs. Mais non, que c'est les pour gens ça que je pense que j'ai mal formulé ma question parce que. Oui, d'accord. D'un point de vue culinaire. On va moins. Bon, sauf quand t'es végétarien où là, tout le monde a le droit de te casser les couilles. Les couilles, ouais. C'est les couilles le mot que tu cherches. Voilà. Il y a une espèce de truc, c'est ok de pas aimer. Tu vois, moi, parfois je dis j'aime pas le jazz. Et je précise souvent après que si. Alors attends, on va rester sur le jazz. Que en live ça va, qu'il y a certains jazz que j'aime bien. Mais globalement, si je suis honnête, j'aime pas le jazz. Là, tu vois. Et ça, c'est très très peu admis. Par contre, j'aime pas les shows de Bruxelles, t'as une communauté quoi, qui te suit. Alors que moi j'aime ça, hein. Je vais pas me positionner en porte-parole des gens qui n'aiment pas les shows de Bruxelles. En termes de culture, moi j'ai pu souffrir gamine de critiques sur certains plats ou certaines coutumes, genre le cliché sur les Asiatiques qui mangent du chien. Au Cambodge. Putain, c'est vrai, j'avais oublié ça. Et ouais, au Cambodge, ils mangent du chien. Ok.
C'est pas un truc commun, mais ça arrive. Je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Peut-être que c'est devenu aussi rare qu'en France on mange du cheval, mais n'empêche que ça doit exister toujours. Et même que je sais que le chien noir, au Cambodge je parle, le chien noir est particulièrement prisé. Tu vois, il paraît qu'il a un goût différent, etc. Attends, le chien noir, le chien un peu l'âge noir? Le chien, ouais. De n'importe quelle race? Ben, il n'y a pas trop de race là-bas, je crois que c'est un peu les chiens de... Ouais. Le Zbelistan. Je m'y connais pas trop en race de chiens cambodgiens, je te cache pas. J'ai l'impression que c'est un peu un truc de blanc d'avoir fait des races très très différenciées de chiens. Pour revenir là-dessus, je sais que c'était un truc qui me questionnait petite. C'était mon questionnement que je demandais à mon père quand j'étais petite, c'était est-ce que les vaches ça joue? Est-ce qu'on peut s'attacher à une vache? Oui. Est-ce qu'une vache ça joue? Oui. Est-ce que ça peut reconnaître son nom? Oui. Et je comprenais pas la différence, pourquoi alors il était admis de manger certains animaux et pas d'autres. Pour moi le meilleur exemple avec ça c'est le lapin. Ouais. Parce que le lapin c'est vraiment admis que c'est un animal domestique et c'est vraiment admis que c'est un animal qu'on bouffe. Et le même des fois. Je pense que le lien que tu peux développer avec une vache, honnêtement, je pense qu'il est supérieur en termes qu'avec un lapin. Oui, c'est sûr. Et mais tu le fais pas traditionnellement, tu le fais peu quoi. Peut-être aussi. Même les éleveurs qui élèvent leurs vaches, souvent ils les élèvent pour aller à l'abattoir, donc ils peuvent pas trop s'attacher, même s'ils créent un lien avec. Les éleveurs de vaches à viande. Ouais. Donc pour boucler sur le truc culinaire asiatique, c'est hyper admis de critiquer le fait de manger du chien, que c'est vraiment un truc, voilà. Bon, un peu moins maintenant que les gens parlent un peu plus et que c'est un peu moins admis de critiquer quoi que ce soit, mais bon. Et pourtant, la façon dont c'est fait, je trouve ça parfois très offensant par rapport à toute la culture et pas juste le plat. C'est pas genre, pour le coup, c'est pas, c'est un mauvais exemple, les choux de Bruxelles, c'est pas un aliment, tu vois. C'est une approche. L'approche de l'idée de manger du chien. Ici en France on mange des cuisses de grenouille, genre déjà qui a eu cette idée? Oui, mais en Angleterre on nous appelle les frog-eaters quoi. Ouais. Pour se foutre de notre gueule. Ben ouais. Mais pas parce qu'on nous trouve cruel, parce qu'on trouve ça débile j'imagine. Enfin je me suis jamais rendu dégueu, oui, voilà. Le truc du chien, c'est attaché à un truc émotionnel un peu, tu vois. Tout comme le cheval, je pense qu'il y a plein de pays qui nous considèrent comme sauvages de manger du cheval, et j'ai un ami qui vit au Kazakhstan et là-bas le cheval, genre c'est un truc de ouf. Il le bouffe, il l'adore. Ah oui, d'accord. Le hérisson dans la culture gitane. Oui, la vache en c'est Inde. un vrai truc. Non, il le bouffe, toujours pas. Donc le hérisson, dans la culture gitane, qui bouffe, mais qui sont en adoration. Et la vache, il bouffe pas de viande de vache du tout? Bah, ça dépend de quelle religion, mais okay. il semble quand même que il y a des végétariens. Oui, moi en fait je me suis posé la question. Mais je sais pas ce que t'appelles les. Oui, mais voilà. Ceux qui la vénèrent, je pense que c'est une branche hindouiste peut-être. Faudrait que je me renseigne. J'y connais rien du tout. Et là, je vais vraiment dans les conneries. Mais après, en fait, le truc, si tu veux, c'est que, par exemple, en France, tu vois, tu dis, dans la musique, on n'a pas forcément le droit de critiquer le jazz. Enfin, de dire qu'on n'aime pas le jazz. Ouais. T'es un gros naze si t'aimes pas le jazz. Voilà. Bon. Mais ça c'est plus lié je pense à un certain élitisme et une certaine norme que au sujet de la bouffe, ou au sujet de la musique, ou au sujet de trucs. Je pense que c'est les mêmes ressorts. Typiquement moi qui écoute du punk, souvent je dis j'écoute du punk mais je comprends complètement qu'on n'aime pas ça, tu vois. Parce que je Tu chantes. Ouais, coupe l'herbe sous le pied. Je coupe l'herbe sous le pied exactement aux critiques de je comprends pas, j'aime pas ça. Attends, tu dis qu'il n'y a pas de truc élitiste par rapport à la bouffe? Si, ah ouais. Je dis juste que en fait t'avais l'air de mettre la bouffe dans un registre à part de la culture, alors que pour moi c'est les mêmes. Moins de complexe. Pour moi c'est les mêmes trucs. À critiquer. C'est les mêmes trucs. Pour moi c'est genre, c'est-à-dire que tu as le droit de dire j'aime pas l'électro et tout, mais il y a certains trucs genre le jazz. Le jazz c'est de la musique élitiste que t'as pas le droit de ne pas aimer la musique classique par exemple. Parce que c'est. T'es naze. Et du coup il y a des trucs de bouffe que t'as pas le droit de critiquer de la même façon. Ouais, typiquement en France. Tu disais des trucs que tu peux critiquer de manière vachement plus admise. Oui. Mais typiquement en France, tu peux critiquer la culture étrangère de façon très admise, comme en musique tu peux critiquer des musiques étrangères de façon très admise. Et du coup, par exemple en France, critiquer la bouffe française, c'est comme critiquer le jazz. C'est impossible. Tu peux pas typiquement, tu l'as dit tout à l'heure, végétarien. Être végétarien en France, c'est l'enfer. Parce que et vegan, je t'en parle même pas. Tu peux m'en parler. Bon, ben je t'en parle alors. Non, mais tu vois, dès que t'es vegan, les gens se sentent agressés par le fait que tu sois vegan. Comme quand tu dis. Végétalien d'ailleurs. Végétalien, oui, au niveau bouffe.
Mais comme quand tu dis j'aime pas le jazz, j'aime pas Johnny, ça il y a des points d'ancrage qui sont t'as le droit de critiquer certaines choses parce que c'est étranger. Étranger c'est facile. Typiquement bouffer du chien ou la K-pop c'est le même type de critique. Johnny c'est niche hein, quand même. Johnny c'est niche, mais c'était une blague. Ouais. Admettons qu'on puisse dire tel style de musique c'est de la merde. Je crois que si tu dis l'Eurodance c'est de la merde, les gens globalement vont te laisser tranquille. L'Eurodance c'est de la K-pop. Voilà. Tu vois, c'est facilement ouais, mais la K-pop, il y a un petit côté niche quand même, parce que je pense pas que ce soit aussi connu. Je pense que tu demandes à un boomer, n'importe lequel, c'est quoi la K-pop, ça reste niche. Ben, le jazz, je connais pas un milieu où tu peux pas te faire critiquer de pas aimer le jazz. Je pense que honnêtement, il y a plein de gens qui s'en battent les couilles du jazz. Ah oui, non, je te parle pas de gens. Je te parle pas de. Je te dis un milieu, tu vois. Milieu... Évidemment que tu peux toujours trouver des gens qui critiquent pas le jazz. Mais je pense qu'en fait, si tu es dans un milieu où il y a des musiciens, le jazz ça va toujours être. Voilà. Mais si tu sors d'un milieu de musiciens, le jazz, la plupart des gens ils s'en foutent quoi. Donc pour la cuisine, en tout cas de mon point de vue, dans ma construction, ça a été quelque chose qui était un peu à garder un peu secret, et il y avait cette confidentialité, comme cette amie qui m'avait invité chez elle et qui m'avait permis de goûter des choses, parce que tu sais, c'était un peu ce truc avant l'heure de on sait. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas se permettre de partager avec d'autres copains, copines qui grandissaient pourtant un peu dans un milieu similaire, parce que la critique qui allait être faite sur la cuisine de ta maman, tu vois, qui a cuisiné un truc, il y avait un truc émotionnel. Oui, il y a 25 ans de ça. Moi, quand j'allais manger chez des copines, quand je dormais... Quoi ? Année 2000. Pourquoi tu dis ça ? Pour situer, on est d'accord que 25 ans... Parce que moi, des fois, quand je dis il y a 25 ans, je pense à 1975. Ah bah non, du coup moi quand je sais pas, je bloque à 2000. Quand j'étais petite quoi, j'ai 36 ans, quand j'étais petite et que j'allais manger ou dormir chez les copines, bah je mangeais la cuisine qu'il y avait chez les copines. Et franchement, il n'y avait pas beaucoup de mamans qui savaient cuisiner. Et moi ma mère, elle a toujours cuisiné, et quand je te dis cuisiner, ça voulait dire acheter des matières premières et faire quelque chose, c'est pas réchauffer un plat tout prêt. Oui, cuisiner. Et en fait les mamans qui cuisinaient étaient les mamans d'autres cultures. Ouais. J'ai jamais été chez une maman blanche. C'était dans un milieu assez populaire. Moi, j'étais dans une famille plutôt bourgeoise, mais mes copines... Putain, un petit train maintenant. Bon, on va attendre qu'il passe. J'avais des copines de milieu plutôt populaire. Beaucoup de familles françaises, blanches, classiques non métissées. Ouais, ça cuisinait pas quoi. Donc pour moi, la cuisine française, tu vois, je me disais c'est nuggets. Alors je trouvais ça super, hein. J'étais super contente, mais c'était la cantine en améliorée. Donc pour un pays qui se revendique d'être, c'est assez récent que les gens maintenant ils cuisinent. Il y a eu les trucs de Top Chef il y a en fait, c'est mi-récent parce que si tu remontes 50 ans en arrière, 60 ans, 70 ans en arrière, quand tout les femmes cuisinent à la maison. Ouais, toutes les femmes cuisinent. Il y a un truc de tout le monde. D'émancipation aussi. Oui, toutes les femmes. Ouais. Il y a un truc d'émancipation aussi, justement, de revendiquer le fait de ne plus avoir à cuisiner pour la famille. Il y a eu ce truc en fait, les femmes cuisinaient, après il y a eu l'émancipation. Parce que j'ai une pote qui a fait un spectacle sur la couture et justement sur la transmission de la couture avec sa mère qui a jamais voulu apprendre à coudre alors que sa grand-mère cousait. La couture c'est un truc qui revient à la mode aussi, sans la hype d'émission, tu vois. C'est un truc que genre, les gens se réapproprient en fait, le fait de faire, de produire et de transformer des matières premières, donc que ce soit par la cuisine ou par... Je pense pas qu'il y ait que la hype des émissions. En fait... Parce que moi par exemple, je me suis mis à cuisiner récemment, quand j'étais vegan, donc du coup... Quand il y a eu Top Chef, quand il y a eu ce truc, moi je vivais à l'époque avec un cuisinier. Cuisinier qui était commis, qui a ensuite été second, puis chef, enfin, tu vois, genre les grandes maisons. Voilà. Donc avec cette culture de la cuisine, quand c'était pas encore sexy de faire la cuisine, tu vois. Pour un mec, c'était son taf. C'était très militaire, je sais pas à quel point ça a évolué, mais en tout cas c'était très aussi masculin. Ça a évolué lentement. C'était pas il y a 50 000 ans non plus. Hein. Mais par contre c'était il y a bien 16 ans, pour de vrai. Pas en 1975. Et 1984 du coup. Ouais, du coup voilà. Quand il y a eu ce truc de Top Chef, moi en fait la cuisine j'en pouvais plus. J'entendais parler à la maison, c'était insupportable. Les histoires en fait de tension qu'il y avait dans les cuisines qui racontaient, c'était assez insupportable pour moi d'imaginer des conditions de travail comme ça. Et donc quand j'ai vu Top Chef, ça m'a surtout saoulée de me dire oh, j'en ai marre d'entendre parler de la cuisine. Et en plus, waouh,
le fantasme autour de ce que c'est qu'être... Enfin, je voyais bien, hein, oh là là, tu es qu'un cuisinier, non mais la chance, tu dois trop bien manger, mais pas du tout quoi, parce que c'était vraiment le truc du mec qui voulait pas cuisiner à la maison, qui aimait pas ça. Déjà j'étais un peu fermée dans le sens où en tant que fille de femme asiatique, ah ta mère elle doit bien cuisiner, j'espère que tu sais cuisiner, quand est-ce... Mes tantes, c'était le truc de quand est-ce que tu nous invites et que tu cuisines, ce qui fait que je l'ai jamais fait. Parce que, bonjour la pression, parce que tu sais un peu comment ça se passe à l'asiatique, je peux te dire que tu sais tous tes défauts, et ceux que t'as pas demandé, et ceux que t'aurais pas imaginé aussi. Donc en termes de cuisine, si t'es pas trop sûr de toi, voilà. Et ça a fini de me fermer. Bah voilà, c'était vraiment un sujet. Quand j'ai vu que ça pouvait devenir un truc de mode et une revendication, de savoir cuisiner et compagnie, tout l'affect qu'il y avait autour de la cuisine, qui était présent chez moi, parce que c'était ma mère qui cuisinait des trucs, qu'elle se faisait chier pour cuisiner des choses un peu, à la fois des choses familiales mais élaborées, avec des bons ingrédients, etc. Et ben, tout cet affect, il est parti et je n'aime pas cuisiner pour les gens, je le fais et à chaque fois que je le fais, parce que ça se présente, j'invite pas les gens à manger chez moi. Je vais aller au resto, etc. Mais quand je le fais, parce qu'il se trouve que la personne est chez moi, les gens sont souvent surpris parce que « Ah mais c'est bon, ah mais tu sais cuisiner ?» Ouais, mais j'aime pas ça et j'aime pas cuisiner pour les autres parce qu'il y a une pression tout autour de ça qui a toujours été mise sur moi, plus toute cette histoire de construction de personnalité autour de ma double culture et de la cuisine. Tu me suis toujours? Oui, bien sûr. Ouais, t'as vu, j'ai hoché la tête. Ouais. Pour marquer le fait que je suivais. C'est bon, c'est jamais, je sais pas suivre une recette, mais bon ça je pense que ça n'a rien à voir avec la culture. Quoique, parce que j'ai jamais vu ma mère suivre des recettes, elle fait tout par rapport à ce qu'on lui a transmis. Je pense que je fais une cuisine aussi métissée que moi, ce que les gens maintenant appellent la fusion food. Quel enfer. Oui, ouais, d'accord, tu mélanges des trucs quoi. Voilà, des trucs que t'aurais pas forcément mélangés. J'ai un peu la même approche de la cuisine, j'imagine. C'est-à-dire que si je veux suivre une recette, je sais suivre une recette. Bah oui, mais moi j'ai un côté chimiste. Hein. Ouais. Genre, Moi, par contre, non, s'il y a marqué 100 grammes, c'est 100 grammes, tu vois. Et petit à petit, à force de connaître la recette, je me... Si il y a écrit 100 grammes, ça peut être 100 mg pour moi, je peux me tromper. Ce qui change tout. Du coup, à force de faire la recette, je suis plus à l'aise avec et du coup, je sais que je peux échelonner différemment, voire le faire à l'œil. En fait, moi, ce qui m'a débloqué avec la cuisine, c'est que j'aimais pas faire des recettes d'autres gens. Je sais le faire mais j'aime pas le faire. Et en fait c'est juste d'apprendre à cuisiner les ingrédients un peu séparément quoi. Et du coup maintenant je sais cuisiner plusieurs ingrédients et je sais les mixer ensemble à la zob, faire de la fusion de food au doigt mouillé quoi. Fusion food. Fusion food. C'est quoi le truc le plus ouf malade que t'aies mangé de ta vie? Le dingo? Le plus dingue. Au sens n'importe quel sens ou le sens que toi, quand je te pose cette question, le truc auquel tu penses. Je pensais au durian, mais c'est par la glace au durian, mais pas tellement pour moi, mais juste pour le côté spectacle d'un blanc qui mange du durian, c'était drôle. Enfin, de la glace. Le plus ouf que j'ai bouffé dans un étoilé une fois, c'était bon, très bon. Et il avait fait spécialement un truc vegan. T'es bien vu toi, le chef. Pour moi spécialement. Et mon ex. C'était une vanne, bon c'est pas grave, vas-y. Je sais, c'était marrant. Non mais ok, ouais. Et avec un accord mes vins, et genre les vins étaient vraiment très accordés, c'était très bien. Ouais. J'ai passé un super moment. En termes de qualité de bouffe, c'est ça le mieux, je pense. Le plus bizarre, je sais pas. J'ai jamais bouffé d'escargot, je pense que j'ai. Moi je trouve que c'est normal d'avoir une réaction dégoûtée à l'idée de manger un escargot parce que quand on prend les trucs du dégoût habituel, tout ce qui est gluant, collant, c'est des trucs qu'on va facilement associer et donc du coup c'est quand même une drôle d'idée un jour que quelqu'un se soit dit ah on va essayer sur la coquille, on va mettre des. Enfin voilà. Ouais. Ça fait partie des ingrédients. On va mettre du sel dessus pour le faire baver. Parce que la bave c'est dégoûtant, donc en fait, on va le faire sans bave. Horrible du début à la fin ce truc. En fait, si moi je parle des cultures, si je lis le truc interculturel et amitié, c'est parce que je trouve qu'il y a un pas de côté qui est nécessaire, enfin qu'on fait plus volontiers avec des gens qui partagent pas la même culture, afin de pouvoir accueillir de façon respectueuse déjà les différences et d'apprendre des autres. Mais en réalité, ça c'est pour permettre que la rencontre se fasse et c'est quelque chose qu'on devrait faire, je trouve, et que j'essaie de m'efforcer de faire avec tous les gens, y compris ceux qui ont la même culture que toi. Parce que nos préjugés qu'on a sur d'autres cultures sont faciles à défaire dans le sens où il suffit de se rappeler qu'on n'y connaît rien et que donc du coup on va peut-être attendre que l'autre nous en parle. Quand je te rencontre, on me dit forcément toute une histoire sur toi. Mais si je fais pas l'effort à un moment de me dire peut-être que tu te plantes complètement et laisse-le lui te raconter qui il est à tout moment, plus largement même quelqu'un qu'on connaît bien, si on lui laisse pas la place pour te surprendre, pour être différent, déjà il peut pas.
Il veut certainement pas te surprendre si toi tu le laisses pas te surprendre. C'est beaucoup plus dur en tout cas, ça demande un effort de la part de l'autre qu'il n'a pas forcément envie de faire. Ouais, est-ce que c'est un comportement de cette personne ou est-ce que culturellement c'est quelque chose qui est accepté? D'où ça vient? Au restaurant par exemple, quand il y a des clients étrangers qui s'assoient sans demander, Miguel, donc mon patron, le restaurateur, il n'aime pas du tout que des gens s'assoient sans demander. Moi non plus j'aime pas trop ça, mais quand c'est des étrangers je me dis toujours si ça se trouve, j'en sais rien, si ça se trouve c'est comme ça qu'ils font dans les restaurants chez eux, ils se posent pas la question quoi. Ou alors ils pensent que c'est comme ça qu'on fait en France. Alors ça veut dire qu'on se réfère à une norme et si c'est dans leur norme, alors ça voudrait dire que c'est ok. Mais si dans notre norme, par exemple en France, ça se fait pas de faire ça, tu vas moins l'accepter. Ouais, alors s'ils font ça de base, parce que c'est une norme différente de la mienne, en fait j'associe ça à une norme hautaine. C'est du genre, t'es chez toi au restaurant et on est à ton service, tu vois. Et tu attends les gens qui soient servis. Ah ouais. Après ça dépend des lieux, il y a des endroits où ça se prête beaucoup plus de s'asseoir. Là typiquement on est dans un salon de thé, ça se prête beaucoup plus au fait de s'asseoir directement sans poser la question. Mais au restaurant on fait pas exactement la même chose. On va pas avoir une table libre en se disant on y va. Quand on est en mode bar, l'après-midi, les gens peuvent s'asseoir où ils veulent, on s'en fout. Quand on est en mode restaurant, par contre, on a des tables qui sont dressées. C'est pas la table de n'importe qui. Je trouve pas ça dingue, tu vois. Je travaille avec des gamins autistes avec qui j'essaye d'apprendre des codes sociaux. Ouais. Donc juste des codes sociaux. Toi tu sais peut-être, mais tu sais c'est des trucs qui sont censés être un peu innés, qu'on t'apprend vraiment, et qui sont pas du tout quelque chose d'intuitif pour certains enfants avec autisme, un trouble du spectre de l'autisme. C'est pas des trucs qu'on dit justement, et du coup c'est pas des trucs qui sont faciles à acquérir. Et donc quand on fait des petites mises en scène comme on est au restaurant, mais c'est trop drôle de voir à quel point c'est pas du tout inné en réalité et qu'on apprend tout un tas de trucs sans nous en rendre compte. Comme ils arrivent à la porte du faux restaurant, on a eu toutes les attitudes. Hein. On a ceux qui rentrent direct sans te calculer alors que tu vas les voir et qui va s'asseoir. T'as ceux qui te disent bonjour et tu leur réponds bonjour et tu vois, ils savent pas quoi demander ou quoi. Donc tout ça en fait c'est des choses qui sont complètement acquises, qui paraissent très évidentes, mais donc tu le prendrais mal entre guillemets d'une personne. C'est différent. Tout est différent, c'est-à-dire que là je parle de trucs absolus. Dans l'absolu il se passe ça, j'ai l'impression que ça, mais en vrai je vais avoir un contact avec la personne, mine de rien, juste en la regardant, voilà, je vais avoir le préjugé du fait qu'elle s'est assise directement à table, et après dans son attitude je vais avoir d'autres préjugés éventuellement, et petit à petit je vais déconstruire quelques préjugés, mais en gros souvent une personne autiste, tu vas te rendre compte dans sa façon d'interagir avec toi que c'était pas de l'impolitesse, c'était c'est pas des codes quoi. Il y a des personnes qui n'ont pas les codes, au-delà des autistes d'ailleurs. Il y a des personnes qui n'ont pas les codes, les étrangers d'ailleurs, c'est ça. Si tu te dis bon il n'a pas les codes, c'est pas grave. Il n'y a pas mes codes. Ouais. Et par contre il y a des gens qui ont les codes, mais qui passent au-dessus. Et quand tu les différencies? Je sais pas, c'est un truc que tu sens. Et si ça se trouve tu te cours. Hein. Mais bon, c'est dans tous les rapports humains de toute façon. C'est quoi un préjugé? C'est un jugement que tu portes sur quelqu'un avant de pouvoir le vérifier. De 1 à 10, je dirais que si tu commandes l'échelle de préjugés 10, j'ai vachement de préjugés sur les gens, 0, je suis complètement déconstruit. Dans les préjugés que j'ai, je dirais un bon 6 ou 7. Dans les préjugés auxquels j'accorde de l'importance, auxquels je me fie, je dirais 3. Tu veux dire par exemple les préjugés qui te font exclure complètement une personne avant même de lui... Non, lui c'est même pas la peine, j'ai pas du tout envie de faire d'efforts. Non, au sens où même si j'ai des préjugés sur la plupart des gens, la plupart du temps je me dis passe outre. C'est une connerie, tu vois, je veux dire, c'est pas important. Garde-le en tête parce que tu as capté des choses quand même. Mine de rien, en voyant une personne, tu captes des choses. Donc c'est pour ça que j'en ai beaucoup, mais je me fie à peu. Je vais garder un 3 en mode méfiance souvent. Tu vois, si je sens des trucs qui me font me sentir mal à l'aise, je vais le garder en tête quand même. C'est un préjugé, donc je vais pas partir du principe que cette personne est malaisante et que voilà. Partir du principe que c'est peut-être qu'on n'a pas la même code ou qu'elle est bizarre pour moi mais que ni. Mais quand même je vais garder un truc de méfiance. De plus en plus je fais confiance en mon instinct parce que j'ai souvent eu des moments où je me disais non mais d'accord mais tout le monde dit qu'il est hyper sympa même si toi tu le sens pas bien, c'est sans doute quelqu'un de bien tu vois. Au final l'avenir m'aura donné raison. Après il y a aussi le biais que je retiens sans doute les moments où j'ai eu raison contre la vie du monde.
plutôt que l'inverse. J'écoute mes préjugés, mais je leur fais pas une confiance aveugle. Je les écoute à 7, 6, 7 allez, et confiance aveugle à 3. Ouais. Sur une échelle de 1 à 10, Ouais. à 12, Ouais. c'est des préjugés. À 12? Non, c'est une blague. Attends, C'est une blague à la... non mais tu vois, c'est un peu du... Tu me bullies. Parce que tu sais que je comprends rien en C'est chiffres. toi qui as voulu mettre une échelle chiffrée. Bah ouais, mais... Tu pouvais mettre une échelle de bleu à rouge. Ça va du bleu au Du bleu vers rouge? le rouge. Parce que je te parle du spectre visible en termes de longueur d'onde. Bon bah l'arc-en-ciel quoi. Ouais, j'aurais pu dire aussi de canard à éléphant. De fourmi à Oui par éléphant. exemple, oui. Oui. Bah, en Tu sais c'est termes comme de ressenti, quoi. quand t'as des contrôles et que les gens te mettent plus devant. Bah non, Ah, c'est ça m'est bas. jamais arrivé. Oui, mais Hélas. Un mot de la fin? faut pas lever le doigt. Parce que sinon... Parce que tu es partout et tu peux lui mettre le doigt dans le cul. Ok. Très bien, merci.